Tout juste midi à Alger, c'est le journal sur Al24 News. Voici les titres. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en visite dans les territoires sahraouis occupés, une première depuis sa nomination en 2021. Au Niger, le Premier ministre de la Transition, nommé par le CNSP, déclare que l'initiative de résolution de la crise proposée par l'Algérie sera examinée. Et du côté de la ligne de front en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit avoir effectué une visite à Donetsk auprès de ses troupes. Sport football, en prévision des deux rencontres contre la Tanzanie et le Sénégal. Les Verts entament leur stage à Constantine. Vous écouterez une première déclaration du sélectionneur Djamal Belmadi. Bienvenue à toutes et à tous. On entame cette édition avec le dossier du Sahara occidental. L'émissaire onusien chargé du dossier sahraoui, Staffan de Mistura, effectue depuis hier une visite de travail dans la région de l'Aïoun occupée au Sahara occidental dans le cadre des efforts onusiens pour relancer le processus de l'ONU. Le déplacement de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU est le premier dans les territoires sahraouis occupés depuis sa nomination en 2021. Le point avec Naïla Hamouda. Il s'agit de la première fois que Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, rencontre la population sahraoui et s'entretient avec les militants des droits de l'homme dans la région des territoires occupés, puisqu'il n'avait pas pu le faire lors de sa visite au Maroc en juillet 2022, suite au refus des autorités marocaines de laisser le chef de la MINURSO accéder à cette partie sous occupation marocaine. Une mission qui reste difficile et complexe, entachée comme souvent par des manœuvres marocaines censées l'empêcher de trouver une solution à la dernière colonie d'Afrique, mettre fin à son occupation et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes. À peine l'information de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU à l'Aïoun occupé rendue publique que la répression des militants sahraouis s'est accentuée. La présence policière s'est intensifiée. Les citoyens sahraouis qui tentaient de s'exprimer ont été brutalement réprimés par la police de l'occupant marocain. Dès l'arrivée de Staffan de Mistura, un rassemblement pacifique a été organisé par des militants sahraouis. Très vite dispersés, plusieurs militantes ont été violentées et arrêtées. Une politique répressive synonyme d'un camouflet diplomatique pour abat sur la question sahraoui. Le diplomate onusien devra présenter un rapport détaillé de son premier déplacement dans les territoires occupés et ses rencontres avec les différentes parties au secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'au Conseil de sécurité au mois d'octobre prochain. Une date qui coïncide avec la fin du mandat de la MINURSO. Dans ce contexte, le Front Polisario alerte l'ONU contre le renforcement du siège imposé aux villes sahraouies occupées et le déploiement exceptionnel des forces de police et de sécurité dans plusieurs villes sahraouies. Lors de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans un communiqué publié par le ministère de l'Information de la République sahraoui, le Polisario tient pour responsable l'État occupant pour la répression et l'escalade qui pourrait être entreprise lors de la visite de l'envoyé spécial de l'ONU. Et le communiqué du ministère de l'Information sahraoui confirme par ailleurs que la visite de Staffan de Mistura dans les régions sahraouies occupées est le résultat de la lutte et de la détermination du peuple du Sahara occidental, étant donné qu'il est soumis à un processus de décolonisation sous les auspices des Nations Unies. La visite de l'envoyé personnel du secrétaire général aux zones sahraouies occupées conforme à la responsabilité des Nations Unies envers le territoire et son peuple, ainsi qu'aux tâches et au rôle de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU.
Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a affirmé lundi à Nairobi, en marge de la participation de la RASD au sommet africain pour le climat, que le peuple sahraoui n'acceptera jamais de se soumettre à l'occupation marocaine ni au changement climatique, résultant de ces pratiques de pillage des richesses des Sahraouis lors de sa participation à la réunion ministérielle consacrée au débat sur les changements climatiques. Mohamed Sidati a présenté une série de contributions pour examiner les voies et les moyens pour faire face au changement climatique en Afrique, passant en revue de la situation de la République sahraoui en cette conjoncture exceptionnelle résultant de la confrontation directe avec l'occupant marocain suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu par ce dernier le 13 novembre 2020. Les autorités sécuritaires espagnoles ont procédé à l'arrestation de 54 Marocains suite au démantèlement d'une organisation criminelle spécialisée dans la fraude bancaire, et ce après 3 mois d'enquête. L'organisation démantelée a commis plus de 80 opérations frauduleuses dans plusieurs provinces espagnoles pour un montant total de 150 000 €, selon le journal espagnol El Mundo. Lors d'une conférence de presse animée par le Premier ministre de la Transition, nommé par le CNSP du Niger, Mahaman Lamine Ziane, a déclaré que l'initiative de résolution de la crise proposée par l'Algérie a bien été reçue par les autorités militaires de Niamey et que cette initiative sera examinée. Le plan algérien, je pense que ça participe de l'effort fait par un certain nombre de nos pays, de nos frères, des pays voisins. J'ai reçu il y a 2 heures de temps à peu près l'ambassadeur d'Algérie. Je l'ai assuré que cette proposition qu'il fait sera évidemment examinée en temps opportun. Et le CNSP a décidé de rouvrir l'espace aérien du Niger à tous les vols commerciaux après l'avoir fermé le 6 août dernier en invoquant la menace d'une intervention militaire de la part du bloc régional ouest africain. Cette fermeture avait contraint plusieurs compagnies européennes à suspendre certains vols et à emprunter des itinéraires plus lents à travers le continent africain. L'uranium, ressource naturelle principale du Niger, le pays produit et exporte ce minerai depuis plus de 50 ans. Une situation qui connaît un bouleversement dans les rapports de force économique entre les différents acteurs du secteur présents au pays. Un leader canadien semble tirer son épingle du jeu depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Les détails avec Kherdim Batacha. La carte économique de l'exploitation de l'uranium au Niger est-elle en train d'être redéfinie? L'échiquier géoéconomique au Sahel est en pleine transformation. C'est en tout cas ce que laissent à penser les derniers mouvements opérés par l'un des leaders mondiaux de l'uranium, le Canadien Myriad, société d'exploitation minière basée à Vancouver, notamment en rachetant des intérêts qui appartiennent aux Français Orano, Areva anciennement. Nous avons plus de 80% des intérêts dans les permis d'uranium au Niger, en Afrique de l'Ouest. Au niveau du bassin de Timersoy, qui est l'un des bassins les plus riches au monde, nos 40 permis, soit 1800 km², étaient la propriété du groupe français public Areva durant des décennies. Mais il fallait qu'ils sortent. Malgré les soubresauts politiques liés au coup d'État opéré le 26 juillet dernier au pays, le Niger demeure néanmoins un important fournisseur sur le marché mondial et dispose encore d'immenses réserves inexploitées qui attirent les investisseurs étrangers. Le français Orano était jusque-là l'un des principaux protagonistes du secteur au Niger. Sur la période 2005-2020, le pays a été le 3e fournisseur d'uranium naturel à la France, contribuant pour 19% de ses approvisionnements derrière le Kazakhstan et l'Australie. Dans le bassin stratégique de Timersoy, situé au nord du Niger, le Canadien Myriad rachète les permis d'Orano. En mars 2023, le français Orano et le gouvernement nigérien étudiaient les possibilités offertes
par le site d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, situé dans la région d'Arlit au nord du pays. Selon le patron de Myriad, la compagnie canadienne a encore 5 ans pour remporter jusqu'à 100% des projets au Niger. Le pays produit et exporte de l'uranium de manière ininterrompue depuis plus de 50 ans. Et on passe à l'actualité au Gabon. Après moins d'une semaine du coup d'État ayant conduit à la chute du président Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment lundi à Libreville. Il a été officiellement investi comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée. Il a toutefois promis de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Et la communauté économique des États d'Afrique centrale a décidé de suspendre l'adhésion du Gabon en réponse au coup d'État du 30 août dernier qui a renversé le président Ali Bongo. Une annonce faite à l'issue d'une réunion tenue en Guinée équatoriale consacrée au pays. Auparavant, la SIAC avait condamné le coup d'État au Gabon et appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Conflit en Ukraine, le gouverneur de la région de Briansk, dans l'ouest de la Russie, a assuré lundi soir que les gardes frontières et les forces de sécurité avaient repoussé un groupe de saboteurs ukrainiens qui tentait de franchir la frontière. Selon le gouverneur Alexandre Bogomaz, des gardes frontières du FSB et des unités du ministère russe de la Défense ont repoussé une tentative de pénétration sur le territoire de la Fédération de Russie d'un groupe de saboteurs et de reconnaissance ukrainiens. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de soutenir ses troupes lors d'une visite à Donetsk et à Zaporizhzhia, annoncée sur une plateforme des réseaux sociaux. Le président ukrainien a déclaré avoir passé la journée avec ses soldats. Pour rappel, le dernier déplacement du président ukrainien Zelensky dans cette région remonte à la deuxième moitié du mois d'août de cette année. Une rencontre très attendue a eu lieu hier à Sochi, en Russie, entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et les discussions ont, comme convenu, porté sur l'accord céréalier et la création d'un hub énergétique en Turquie. Lors d'une conférence de presse, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie serait prête à renouveler l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes de la mer Noire une fois que tous les arrangements relatifs à l'accord seraient respectés. Nous avons également quelque chose à dire du point de vue de la garantie de la sécurité dans la région. Bien entendu, nous n'ignorerons pas les questions liées à la crise ukrainienne. Je sais que vous avez l'intention de soulever la question de l'accord sur les céréales. Nous sommes ouverts aux négociations sur cette question. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que le fameux accord sur les céréales de la mer Noire pourra bientôt être rétabli. Dans ce contexte, nous avons préparé un paquet contenant de nouvelles suggestions, consultations avec les Nations Unies. Je pense, s'il est possible, d'obtenir des résultats avec ce nouveau processus. En tant que Turquie, nous pensons que nous parviendrons, espérons-le, à une solution qui répondra aux attentes dans un court laps de temps. Sport football, les séances d'entraînement pour le stage de l'équipe nationale de football ont commencé au complexe de sportifs de Constantine où les Verts entament leur stage de préparation en prévision des 2 prochains rendez-vous face à la Tanzanie le 7 septembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024 et au Sénégal en amical. Je vous propose d'écouter le commentaire du sélectionneur Jamal Belmadi.
deux matchs différents et deux matchs qui peuvent nous donner beaucoup d'enseignements. Alors le match de la Tanzanie, c'est un match contre une équipe qui a besoin de prendre un point pour se qualifier. Donc qui va arriver avec, je pense, des dispositifs qui vont dans ce sens-là. Après, il y a ce match du Sénégal, on joue contre le champion d'Afrique en titre, on va dire aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, l'ogre de l'Afrique, qui vient de battre un Brésil très compétitif lors de la dernière date FIFA. On va aller les jouer chez eux, voilà, et ça c'est pour moi un vrai gros match, un vrai gros test pour nous. Donc ça va être un match avec, avec beaucoup d'enseignements pour nous, se déplacer comme ça. Si on veut avoir des objectifs, si on veut avoir des ambitions lors de la prochaine CAN, il faut être capable de jouer ce genre de match-là. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.